livre 6, phénoménologie de la phylogénèse. Tout en sachant que si on veut faire un flashback sur ce que l'on vient de voir, on peut le faire. Alors, grand 1, de l'homme originel à l'homme naturel. Grand A. L'être a légué la survie au genre humain, et celui-ci en a fait le principe de la création. Nous en sommes arrivés à l'homme naturel. Alors là, il y a une petite note de bas de page qu'il faut lire. Donc, rappel, nous opposerons. Alors là, il parle d'un truc qui est cité dans le livre 1, dans le livre 3, en grand D, petit 2. Nous opposerons l'homme originel et l'homme naturel. L'homme originel naît de la contingence et l'homme naturel du besoin. L'un est le commencement de la logique du genre et l'autre le commencement de sa phénoménologie. Correction faite du constructivisme corporatiste. Alors, on reprend le texte. Il faut un bien long cheminement et même tout un détour pour qu'il apparaisse, donc l'homme naturel. Il arrive, porté par l'antéprédicatif qu'il accomplit. Il y a une antériorité logique et phénoménologique de l'homme originel sur l'homme naturel. Cette situation épistémologique se dispose selon une autonomie relative et une nécessaire complémentarité. C'est le procès de production qui assure l'échange commun à la logique et à la phénoménologie. C'est un lieu commun qui, du coup, se fait la mesure de toute chose. La praxis crée la logique et la phénoménologie. Alors, toute une dialectique apparaît. Il faut d'abord créer la temporalité constitutive de l'humain, la dualité du temps-substance et du temps-sujet. C'est le parcours de l'homme originel, le passage de l'être au genre. Alors, on peut en venir à l'homme naturel comme prolongement de l'homme originel. Il commence où s'achève l'homme originel. Mais il y a aussi une mutation dialectique, une rupture épistémologique. Le constitué se fait constituant. La logique constitue la problématique de la praxis, la phénoménologie, sa résolution. Il faut donc définir l'ordre originel comme l'échange constitutif du genre humain. Établir comment la contradiction s'étant constituée par le procès de production, celui-ci propose aussi la résolution pratique de cette contradiction. On passe alors de l'ordre de la nécessité et de la logique à l'ordre du besoin, selon leur continuité, mais aussi selon leur rupture épistémologique. Cette différence ontologique et gnoséologique fondamentale de l'homme originel et de l'homme naturel n'est même pas soupçonnée des corporatismes de la recherche et des idéologues de l'interprétation empirique. Confondre les deux ordres aura été la tâche idéologique prioritaire du néo-kantisme en général et de la fameuse structure en particulier, nébuleuse où tout se mélange, où un effet de nature peut passer pour une cause logique, où la nécessité conceptuelle est réduite aux besoins anthropologiques. La relation des deux ordres ne relève d'aucune méthodologie, et les ordres eux-mêmes ne sont même pas distingués. Reconnaître l'antériorité logique et phénoménologique de l'homme originel sur l'homme naturel, notre reconstitution de l'antéprédicatif selon le procès de production, permet de déterminer une situation très précise de l'évolutionnisme et de sa prise en compte dialectique et historique. Il apparaît bien alors que l'homme naturel n'est pas un commencement. Il a été longuement porté par la logique de l'être et du passage au genre.
quand il se manifeste, c'est selon une nécessité qui ne lui appartient pas, qui n'a pas produite. La preuve, quand il débarque en tant qu'individu prématuré, il ressent et éprouve ce qui est pourtant la nécessité de l'être et du genre, comme contingence, angoisse, déshérence. Aussi, toute son activité, son travail de petit soldat de l'espèce, consistera à passer de la nécessité au temps-substance, à une temporalité finalisée par la praxis. L'homme originel est l'œuvre de la logique de l'être, du logos, de l'ontologie temporelle, du divin horloger, de tout ce qui s'est organisé comme intentionnalité. Cet humain est porteur de l'humanité qui se transmet et qui progresse vers son essence. Minerve surgit armé de pied en cap. L'homme originel apparaît aussi armé de pied en cap. Le persévérer dans l'être, qui est la marque de l'être, ce qui est le plus précieux, essentiel, devenir pur, la temporalité sans finalité, l'élan vital en termes idéologiques, l'appareil organique, pour le naturalisme positiviste, se transforme en devoir-faire, en éthique. Notre méthode, déterminer le passage de l'être au genre, permet alors d'apporter à l'homme naturel tous les vécus antérieurs de l'être, ce qui lui permet d'organiser le vécu du genre, justement tout ce qui manque à l'homme naturel de l'idéologie. C'est que celui-ci, fabriqué par l'ethnocentrisme inconscient de l'ethnologique et par le sujet transcendantal de l'ethnophilosophie, est un véritable phénomène idéologique. Comment faire pour assembler quelque part le réel et le rationnel originellement séparés? Où est l'inné, où est l'acquis, quelle est la part du sujet transcendantal et quelle est celle de l'inconscient sauvage? Notre démarche propose, dès l'homme originel, un cogito du genre, qui est déjà cogito de la praxis et qui doit permettre de dépasser déjà non seulement le cogito pré-réflexif de Sartre, mais aussi le cogito de Descartes. Je fais, donc je suis. Je dois faire, donc je suis. Je suis mon procès de production. Je fais ce que je suis et je suis ce que je fais. Je deviens ce que je fais. La praxis est un pouvoir démurgique, celui du procès de production, donation d'existence. Elle confère à l'être, elle confère l'existence à l'être et l'être à l'existence. La fatalité ontologique est abolie, celle de la répétition du mouvement perpétuel sous la double forme du mécanique et du vital, soumission récitative de l'individu à l'ADN. Nous avons déjà constaté que le procès de production est porteur de la relation d'immanence du réel et du rationnel. Maintenant, c'est l'acte de créer lui-même qui est remodelé par la praxis. Car il faut rendre à la praxis tout ce que la phénoménologie de l'esprit lui a emprunté. La conscience originelle n'est autre que la mise en pratique du cogito de la praxis. Nous reviendrons sur cette conscience et création, moyens et fins de la praxis. Celle-ci sera située entre miracle et magie, donation d'existence, parce qu'elle est instinct divin ou parce qu'elle est conquête prométhéenne. Pour l'interrogation. Cette formule est à la logique, est à la philosophie de la praxis, ce que le cogito de la praxis, avec l'emploi de terme, ce que la formule cartésienne, je pense donc je doute, je doute donc je pense donc je suis, parce que c'est ça la chaîne complète de la formule cartésienne est au cogito cartésien.
Il en parle au livre 8, il reprend tout ça. Oui. Mais ah oui, là ça fait écho tout à fait d'ailleurs, il le dit la phrase d'avant, hein, qui doit permettre de dépasser aussi le cogito de Descartes. L'idée très, très enracinée, quoi, hein. Donc, et notamment la quanticritique aussi, enfin, le fait qu'ils disent que pour l'ordre du néocantisme, justement, ils ont confondu tout le temps l'homme originel et l'homme naturel. Il n'y a pas le passage par l'homme naturel. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur le cogito pré-réflexif de Sartre? Alors là, ça sera pas moi parce que je n'ai pas lu. Mais justement avec non seulement le cogito pré-réflexif de Sartre, mais aussi le cogito de Descartes en page 111 au milieu en bas. il en parle aussi un peu dans les tricot, je crois. Il avait déjà cité, il avait déjà parlé, je pense du cogito, il me semble, mais pré-réflexif. Pré-réflexif, ça veut dire que c'est inconscient. C'est quoi? Là, il faudrait. Moi, je n'ai pas lu le Sartre qui développe ça, donc je ne suis pas capable de te répondre. Pour répondre précisément, il faudrait revenir à ce que Sartre, en tant que phénoménologue existentialiste husserlien, dit dans L'être et le néant. C'est-à-dire cette idée que la pensée j'ai peur de dire une bêtise. Ce que je te propose, c'est de rechercher un petit peu, de rechercher tout ça, de faire un petit travail là-dessus, parce que moi aussi j'ai du mal à comprendre cette formule. C'est évidemment là-dessus que ça se rapporte, ça renvoie à la réduction phénoménologique husserlienne, réinterprétée par Sartre, c'est complexe. Voilà, réinterprétée par Sartre, parce que oui. autant, j'ai souvenance que Kouska, on n'a pas il est moins sévère, si tu veux, par rapport à ce cogito réflexif dont on peut établir effectivement les contours, que par rapport à Husserl, quoi. Enfin, par rapport au fait d'un retour, enfin, de la mise entre parenthèses du monde comme méthodologie, quoi, mais tout en excluant totalement la praxis. C'est une espèce d'époquer, mise entre parenthèses, qui pourrait faire penser effectivement à quelque chose de pré-réflexif, avant la réflexion, c'est-à-dire ce qui t'advient quand tu es avant la réflexion, voilà, donc, qui a été repris après en le politisant par Heidegger, mais là je pense qu'il y a autre chose, enfin Sartre doit intégrer autre chose, parce que je sais que Kouska n'est pas, il y a un ou deux passages, et la curiosité n'a pas fait que j'ai fouillé la question, mais où il est beaucoup moins sévère, si tu veux, dit que c'est quand même une étape, ce cogito pré-réflexif. Il n'a pas l'air d'être totalement négatif par rapport à... Alors bon, il faudrait pister... Bon, par rapport au cogito de Descartes, ça on comprend. De toute manière, Sartre, on ne peut pas dire qu'il est, dans sa réflexion, intégré
la dimension de l'activité humaine, quoi. Pas de manière. Où est-ce que tu l'as, le cogito préréflexif dans le texte Ah bah justement, alors si vous avez maintenant le PDF, vous faites une recherche. Page 111 en bas. Ah oui, d'accord, je vois. Page 111 en bas, mais on pourrait faire une recherche là, sur le. Il faudrait la faire sur la lettre alcool aussi. Mais en fait, tu as raison quand tu dis qu'en fait chez Sartre, la notion de pré-réflexivité, en fait, elle vient certainement de Husserl, parce que en fait, Husserl, justement, dans ses méditations cartésiennes, si mes souvenirs sont bons, en fait, il se contente pas du cogito cartésien, c'est-à-dire qu'il va plus loin dans l'introspection, en quelque sorte, et donc il se pose la question de ce qui détermine la façon dont la conscience se constitue. Et donc il en arrive, alors après, dès le début, il y a la suspension du monde extérieur, on s'intéresse simplement à la conscience, et quelle que soit la corrélation entre ce que la conscience produit et la réalité, il va dire à la rigueur, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que même si je me trompe, c'est ma vérité de me tromper, en quelque sorte. Et donc à partir de là, ce qui l'intéresse, Husserl, c'est les contenus de la conscience. Et évidemment, il s'agit de les fonder, alors en mettant le monde extérieur de côté, mais quand même de les fonder. Donc à un moment donné, il s'intéresse aux structures de la conscience. Donc on en arrive à l'idée de structure de la conscience, à l'idée d'habitus aussi, parce que les habitudes et le vécu ne font pas qu'il y a des façons de penser qui sont déterminées comme ça. Donc l'idée de pré-réflexivité, je pense, je me rappelle pas avoir lu, quand j'avais lu les méditations, je pense qu'il devait y avoir le mot pré-réflexif dedans, qui était formulé en tant que tel, sinon c'était une traduction. Donc, voilà. Mais c'était à ça que ça faisait, si ça y était, c'est à ça que ça faisait référence, quoi. Parce que Husserl, c'est son truc à lui, quoi. Lui il s'intéresse vraiment aux structures de la conscience. Et donc là, du coup, comme en fait, son idée de cogito de la praxis, je ne sais pas si le mot est bon, quand il dit que c'est à la fois pour écarter le cogito de Descartes, ça on a dit qu'on avait à peu près compris ce dont il pouvait s'agir, c'est-à-dire qu'il s'agit de mettre d'autres contenus à l'intérieur. Je pense qu'il se bat aussi contre l'idée du cogito très réflexif, dans la mesure où justement c'est quelque chose qui est... Il faut quelque part restituer le lien que Husserl brise quand il dit on va mettre le monde extérieur de côté et la pratique de côté. Parce que lui il dit, voilà, il faut aller jusqu'au bout de l'introspection de la conscience, et à un moment donné il faut se séparer du monde extérieur, parce que si on veut continuer le solipsisme, il faut le continuer jusqu'au bout, encore plus profondément. Et lui ce qu'il dit, justement, il faut, à mon avis, là, tel que je le comprends, il faut raccorder ça à la praxis, dans le sens où, comme on dit depuis quelques séances ici, il faut comprendre que la genèse des catégories, elle est liée à la pratique. C'est comme ça que je le comprends. Alors après, le cogito pré-réflexif de Sartre, effectivement, là, ça voudrait dire, essayer de se rappeler, de savoir ce que Sartre en a fait, et ça, je ne suis pas capable du tout. Non plus. J'ai pas lu L'être et le néant, donc c'est là-dedans. C'est sans doute dans l'être et le néant plutôt que dans la critique de la raison de dialectique. Je crois que c'est dans L'être et le néant, mais c'est... Alors là, j'y ai pas touché, donc je peux pas... Voilà. Mais en tout cas, l'idée de pré-réflexivité de la conscience, effectivement, c'est Husserl, c'est le courant phénoménologique qu'on appelle phénoménologique, c'est-à-dire pas la phénoménologie de l'esprit de Hegel, mais justement la phénoménologie husserlienne, qui après débouchera sur Heidegger ou sur d'autres trucs. Mais à mon avis, c'est à ça que ça fait référence. Je pense qu'un truc qui est important là dans ce que tu viens de dire, par exemple, c'est à la page 110, quand il dit justement, il précise bien l'idée que l'anthropologie classique, ce qu'il appelle le néokantisme, en gros, fait exprès de confondre l'homme originel et l'homme naturel, parce que ça l'arrange intellectuellement, justement. Et quand il dit confondre les deux ordres, donc l'homme originel et l'homme naturel, en réalité la tâche idéologique prioritaire du néokantisme, en général, et de la fameuse structure en particulier, nébuleuse ou douce mélange, où un effet de nature peut passer pour une cause logique, où la nécessité conceptuelle est réduite aux besoins anthropologiques. À mon avis, le truc casse, c'est que Michel Kouskar, en fait, parce que dans la pré-réflexivité husserlienne, il y a vraiment l'idée de structure de
de la conscience. Il y a des moments où on a l'impression que c'est déjà un très-structuralisme, en fait, parce qu'en fait, il s'intéresse à un invariant de la conscience. Et comme il ne ramène pas une historicité du genre qui aurait pu montrer que ça se construit, que ça s'élabore grâce au procès de production, à l'évolution de la technique, etc., il en fait un invariant. Donc en fait, on rejoint un petit peu l'idée du structuralisme. Donc moi, je vois le parallèle à ce niveau-là. Voilà. Ouais, c'est un peu la même chose. Mais je crois que c'est ça. Voilà. Mais pour tous ces... Ils font, il y a une, pour tous ces conscients, il y a une, de toute manière, une forclusion originelle de la praxis, donc ils ne se posent pas la question, sans doute, peut-être, du fait de leur être de classe, hein. Donc ça c'est... Et voilà, même quand... Il faut bien dire que dans Marx et les thèses de Feuerbach, on ne se pose pas la question de la praxis, personne. Donc effet de classe ou pas, je ne sais pas, c'est pas une question, c'est tout. C'est pas une question. La philosophie est orientée vers la recherche d'invariants, transcendantaux ou immanents d'ailleurs. Alors on va trouver chez certains philosophes des points d'émergence de la problématique de la praxis. Hein. Chez Hegel, il y a la question du faire est très présente chez Hegel. Mais du faire comme moment de l'esprit. Chez d'autres. Mais celui qui pose la question de la praxis qui renverse en fait la logique, la production des idées philosophiques, qui est une logique qui part de la conscience pour aller vers la réalité, et qui lui part celui qui part de la réalité, qui pose la question, qui pose le principe de partir de la réalité. Hein, les philosophes jusqu'à présent n'ont fait qu'interpréter le monde. Il s'agit aujourd'hui de transformer. C'est pas simplement, il s'agit d'entrer dans un mouvement révolutionnaire, il s'agit aussi de penser le monde différemment. Et ça, c'est Marx. Établi de manière très concise dans les 11 thèses de Feuerbach. Parce que là, c'est effectivement tout ça qui est... Thèses sur Feuerbach qui sont un objet de réflexion pour une vie entière. Ah oui, il y a autant de... D'ailleurs, ça, finalement, ce que dit Kouchner, là, n'est autre que le développement abouti, je dirais, peut-être ce que Marx n'avait pas eu le temps de faire, avait établi, mais de manière très concise. J'ai souvenir que la thèse sur Feuerbach, Marx aborde de la manière la plus claire et la plus précise qui soit la question de la praxis, c'est la troisième thèse sur Feuerbach. Mais c'est dommage, je ne m'en doute pas. Je ne me balade pas avec ma bibliothèque ici, mais il faudrait retrouver ça parce que ce renversement, il est très clairement exprimé dans la thèse. Elles sont toutes extrêmement importantes. En 3-4 pages, hein, si tu les prends de manière conséquente, ça bouleverse, ça retourne tout, quoi. En ce moment, je suis en train de lire un livre, un vieux livre, d'un marxiste français, d'un jeune, qui s'appelle Lucien Sebag, qui s'appelle Marxisme et structuralisme. Et ce livre est très intéressant parce que le type qui l'écrit est marxiste. Hein. Alors, Lucien Sebag, c'est un personnage assez étonnant, extrêmement brillant, un surdoué des années 60. Hein. Le livre doit être de 69, la publication de 69, et c'est un type qui s'est suicidé très jeune, qui a écrit un seul livre, celui-là.
Et dans ce livre, il parle de quoi? Il parle des rapports entre le marxisme et le structuralisme, comme le nom l'indique, et il marque les différences entre l'un et l'autre, avec à la fois l'idée qu'il y a une opposition radicale et qu'il y a une complémentarité. C'est-à-dire que cette opposition n'est pas... ne peut pas être simplement actée, mais pour lui, les sciences humaines doivent travailler sur la complémentarité entre le structuralisme et le marxisme. Bon, c'est son avis, mais c'est un avis qui l'amène à marquer ce que sont pour lui les limites de la méthode matérialiste, la philosophie de la praxis. Alors il a de la connaissance, il a de la philosophie de la praxis une idée très lukáchéenne. Il est de quelle année 69. 69, et je crois qu'en 69, il est déjà mort ou il est sur le point de se suicider. Ouais. Donc il ne peut pas avoir connaissance des thèses de Lukács qui sont, elles, de 62. Non, mais à l'époque, en 69, on connaît essentiellement de Lukács Histoire et conscience de classe. Voilà. C'est à peu près le seul bouquin. Alors, on commence à quand même en trouver d'autres, mais qui ne sont pas du niveau d'histoire et conscience de classe. Et donc, il dit une chose qui est l'exact opposé de ce qu'il y a dans ce livre, c'est que le marxisme, la philosophie de la praxis, ne peut pas restituer une approche génétique de l'ontologie, parce qu'elle n'en est pas capable méthodologiquement parlant. C'est exactement le contraire de l'entreprise de notre ami Kluskar. Et donc, quand on lit ça, on se dit où est le bug, quoi? Qui a raison dans cette affaire? S'il le justifie de manière argumentaire. Alors bon, je suis qu'à la moitié du bouquin, peut-être que je vais trouver la solution à la fin, mais c'est très intéressant. Et en même temps, il a une approche du structuralisme qui est... J'ai oublié de dire que ce type était un élève de Lévi-Strauss. Alors à la fois marxiste, il a été membre du PC de l'époque, puis ensuite dans les jeunesses étudiantes communistes, les JEC, qui quitteront le parti, qui vont faire l'objet d'un affrontement avec la direction du parti, et puis qui ensuite évolueront à titre collectif ou individuel vers le maoïsme, que lui n'a pas le temps de suivre, parce qu'il meurt avant. Je crois qu'il s'est suicidé en 67. Et puis, en même temps, il est élève de Lévi-Strauss. Et donc, il est, je ne veux pas dire que c'est ça qui l'a poussé à se suicider, mais il est tiraillé entre les deux. Entre les deux, qui sont en même temps les deux courants dominants des sciences humaines à l'époque. Donc il est... et il est tiraillé à un très haut niveau, parce que dans le bouquin, il témoigne d'une grande connaissance du marxisme, et notamment de le marxisme comme méthode. Parce que c'est aussi un garçon qui a des ambitions épistémologiques, c'est-à-dire qu'il traite de la question de la vérité, de la question des théories, de la théorie, du statut de la théorie, scientifique, politique, etc. Il est tiraillé par toutes ces questions-là, et donc il a une grande connaissance du marxisme, il a une connaissance évidemment très grande du structuralisme. D'ailleurs, on lit des pages de ce livre, ça rafraîchit la mémoire sur la vérité de ce qu'a été le structuralisme lévi-straussien, qui est un structuralisme linguistique et un structuralisme mathématique, probabiliste. Et ça, on l'oublie, mais Lévi-Strauss a une définition de la structure qui est une définition très inspirée de ce qu'on appelle les structures mathématiques, avec l'idée
l'idée centrale de la structure chez Lévi-Strauss, c'est l'idée de permutation, c'est-à-dire l'idée de l'identification à l'intérieur d'un espace ou sur un objet défini de règles de transformation. Bricolage, je parle de bricolage aussi. C'est ça, l'idée des permutations, c'est un rapport avec son idée de bricolage aussi. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça. Et est-ce que c'est Marceau compatible? Non, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que on a à cette époque quelqu'un qui, sans le savoir naturellement, nie a priori la démarche de Kluskar. Alors il explique, il s'explique là-dessus, il dit que une ontologie génétique de type marxiste n'est pas possible parce que elle suppose des assemblages de faits qui n'ont pas de lien démontrable entre eux. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire. On ne peut que raconter une histoire qui aura sa rationalité, mais qui restera une histoire, un récit. Et un récit qui va nécessairement connecter et établir des rapports de causalité incertains, voire improbables. Et c'est ce que fait Kluskar. C'est ce que fait Kluskar. L'entreprise de Kluskar est une entreprise de reconstitution d'un parcours génétique Elliptique. Ah oui. Alors, en même temps, pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? C'est ce qu'on avait dit au départ, si tu veux, c'est qu'il fait le constat, ce qu'il appelle la déroute du cogito. Ça se termine à Macron, quoi. Donc, c'est, à mon avis, ce qui l'amène à reprendre l'ensemble d'un point de vue jusqu'à aller dans les arcanes ontologiques pour remettre sur la tête, sur les pieds qui étaient sur la tête, quoi, dans la foulée de Marx. Pourquoi il le fait, c'est parce qu'il voit, là il le dit, le fait même le noyau cartésien il semble quelque chose dont les prémices sont biaisées. C'est quand même gênant, ça fait quand même 5 siècles qu'on vit là-dessus. Donc c'est si non. Oui, vas-y, finis, puis après je... Mais à mon avis, c'est pour ça qu'il le fait. Et c'est vrai que son approche, bien que très elliptique, mais néanmoins relève quand même une certaine cohérence, quoi, parce que effectivement, que ça soit ce bouquin-là ou d'autres, c'est très cohérent, bien que à aucun moment il va te mesurer, te faire des trucs. Par exemple, il y a un bouquin qui était sorti bien plus tard que le capitalisme de la séduction, qui était de Boltanski et Chapelot. C'était une nouvelle esprit. Un très bon bouquin. Alors, ils décrivent comment la critique artiste de 1968 Nouvel esprit du capitalisme a été mis à contribution dans le management pour fluidifier les rapports du management et que les salariés s'auto-gendarment eux-mêmes en croyant que c'est une émancipation, c'est quand même pratique, quoi. Et puis également dans l'éducation nationale, comment l'enseignement d'une certaine forme d'ignorance a été, et que l'enfant construise lui-même ses propres savoirs sous le prétexte
de cette même critique artiste, appelant la spontanéité, etc. Voilà, donc alors, tous ces gens-là établissent ça avec moult rapports de l'OMC, de l'OCDE, de l'Union européenne, qui un peu sont les différentes étapes de cette montée en puissance de cette récupération idéologique. Ils ne récupèrent pas, bien sûr, la critique sociale de mai 68, mais uniquement la critique artiste. Néanmoins, bon, effectivement, ils établissent, si tu veux, dans le dur, quoi, parce que Kouskar avait dit de manière très elliptique, si tu veux, mais qui tapait juste quand même. Et je pense que n'importe qui a lu Capitalisme de la séduction, ou le fascisme et l'idéologie du désir, ou le frivole sérieux, ou d'autres, disent bah oui, effectivement, il a raison, ça, c'est moi, c'est ce qui m'est arrivé ces 50 dernières années. Donc il est à la fois elliptique, mais je ne pense pas que ça nuise à la cohérence générale du propos. C'est vrai qu'il est souvent la fulgurance elliptique. Pour moi, c'est le problème, c'est le problème de savoir si grosso modo, quand tu as une grille d'analyse marxiste, au sens classique du terme, analyse des rapports de production, tu peux comprendre une époque et du coup, les données que tu vas analyser, en fait, tu vas les lire, tu vas les faire parler, quoi. Et donc, comme tu as ta grille d'analyse au départ, marxiste, tu vas dire, bah voilà ce que ces données me disent sur le réel. Et alors, si les structuralistes, je ne l'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas, c'est des débats, pour moi j'ai déjà eu des discussions avec d'autres gens, donc c'est passionnant, mais si les structuralistes te disent, il y a un gros problème avec les marxistes, parce que en fait, ils essaient de faire une ontologie génétique, d'essayer de voir comment on passe d'un mode de production à un autre, de voir éventuellement après, quand il s'agit de Kouskar, par exemple, les incidences sur la subjectivité que ça va avoir, ce qu'ils nous disent finalement, ce serait bah oui, mais vous faites parler les faits comme ça vous arrange, parce qu'il n'y a absolument rien qui démontre scientifiquement que ce que vous dites est vrai. Mais je veux dire, j'ai envie de te dire, c'est celui qui dit qui est, quoi. C'est-à-dire que les structuralistes, c'est encore pire. C'est-à-dire que les structuralistes, c'est vraiment des gens qui sont capables de prendre des trucs qui n'ont rien à voir et de considérer que ça se ressemble. Et après, on fait un peu de statistique et on pense que la véracité statistique finit par devenir une vérité. Et là, on est vraiment dans le formalisme transcendantal dont Kouskar parle dans le premier livre. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est que l'originalité de la démarche marxienne, alors après, si le problème c'est le marxisme, parce qu'il y aurait un certain nombre de conditions dans le monde réel actuel qui invalideraient certaines choses que Marx a dites, dans ces cas-là, c'est que Marx tel qu'il les a formulées, évidemment, c'est peut-être un peu obsolète, mais dans ces cas-là, on l'actualise. C'est pour ça que on parle de matérialisme dialectique. Il ne s'agit pas juste de solidifier la pensée de Karl Marx, mais au moins, à supposer qu'on se réfère à ce que Marx disait lui-même, moi, quand je le lis, je vois vraiment quelque chose qui est scientifique, pas au sens du positivisme scientifique, qui est justement pour moi beaucoup plus le structuralisme que le marxisme, mais dans le sens où on restitue la logique des choses, et cette logique est en mouvement. Dans le structuralisme, il n'y a pas ça. Parce que dans le structuralisme, c'est tout l'inverse. En fait, on part de l'universel et qu'on a des catégories toutes faites parce qu'on les a observées, et puis on fait rentrer les trucs dans le moule, quoi. Et on ne comprend pas vraiment le cheminement des trucs, quoi. Donc pour moi, je comprends la critique, je veux dire, après tout, dans ces cas-là, c'est des sciences sociales qu'il faut foutre à la poubelle, parce que dans ces cas-là, c'est pas des sciences exactes, et puis on ne peut rien dire de véridique sur l'être humain, parce que c'est complexe, ça fait appel à la psychologie, ça tu vois. Dans ces cas-là, c'est une validation, c'est ce que dirait, et moi, je veux dire, je sais pas, un néopositiviste anglais, il va me dire, le matérialisme vulgaire, c'est super bien, c'est la science, la seule chose qu'on puisse faire pour comprendre les comportements sociaux, c'est d'étudier le cerveau. Et puis le jour où on aura découvert le gène de l'amour, on pourra foutre à la poubelle toutes les études de la littérature, du roman, sur la question, de la courtisanerie, tout ce qu'on veut, parce qu'on aura découvert le gène de l'amour, quoi. Et à la rigueur que ces gens-là nous fassent la critique, bon, tant mieux, c'est un autre régime de vérité, ils comprennent bien dans la dialectique, c'est pas leur problème. Mais que les structuralistes le fassent, je veux dire, s'ils ont mieux qu'ils le disent, quoi. Mais je veux dire, ça manque d'intelligibilité. Tu vois ce que je veux dire? Oui,
Mais je suis. C'est ça parce que j'ai mal demande. expliqué les choses. Je les explique mal aussi, peut-être parce que je n'ai pas encore une maîtrise suffisante de ce que je suis en train de dire. Mais je pense que la critique de ces vagues n'est pas une critique, comment dire, triviale du marxisme. C'est-à-dire que c'est pas la critique de Popper. Oui, voilà. C'est pas la critique de Popper. C'est dit, le marxisme, matérialisme d'apraxis, c'est une démarche scientifique qui permet de comprendre le monde où on vit, parce qu'elle repose sur des concepts qui sont des concepts qui décrivent au mieux le monde où on vit, et que la vérité de cette analyse se révèle dans le futur, alors c'est peut-être là qu'il s'est trompé, mais dans le projet. C'est là aussi que c'est très Lukácsien, l'idée le rôle du premier Lukács, le collectif ouvrier comme porteur d'une vérité, il y a ça dans tout ça, et le projet du collectif ouvrier, le projet révolutionnaire porteur d'une vérité. Mais ce qu'il dit, c'est pas ça, c'est que il y a une chose que le marxisme ne permet pas d'éclairer, c'est la genèse, le processus de genèse de l'humain. Il ne l'explique pas. Ça, c'est Sebag. C'est Sebag. C'est le contraire de ce que dit Kluskar. Je ne donne pas tort à Kluskar, attention. De toute façon, je pense que ce qui est intéressant, c'est justement de voir quels sont les arguments qu'il met en place pour l'expliquer. c'est ce qu'on a Et l'argument que je retiens dans tout ce qu'il a développé, c'est l'idée que l'entreprise d'une ontologie génétique est possible, mais elle ne donnera jamais autre chose qu'un récit qui répondra au canon du matérialisme, mais qui ne sera qu'un récit. Il dit ça pourquoi? Parce qu'il dit aussi, en même temps, dans une page, que le structuralisme, lui, a une grande qualité, c'est qu'il permet d'appréhender les rigidités symboliques qui déterminent, les paradigmes symboliques qui déterminent le comportement humain, et l'histoire aussi. Et l'histoire. Alors, il y a plein de choses très datées là-dedans. Mais, vous savez, il y a tout un pan du marxisme, déterministe et structuraliste aussi. Historiquement, ça existe dans le marxisme. Et ce rapprochement du structuralisme et du marxisme se fait essentiellement sur la question de l'interprétation de l'idéologie comme élément formateur des consciences. Et là, je trouve, enfin, dans le texte de Kluskar, l'enjeu, je crois, c'est vraiment de tourner la page du structuralisme. Dans ce qu'on pourrait l'avoir sous forme fantomatique dans le marxisme aujourd'hui. De toute façon, il ne s'en est jamais caché. Bien sûr. Ne serait-ce qu'il disait que les sciences humaines... Mais pour faire ça, il a besoin de cette entreprise d'ontogénèse, d'ontologie génétique, si on veut, qui est dans le bouquin. Il en a besoin. Absolument. Il fait ça d'abord la critique du cogito dans les premiers livres, et ensuite il établit donc cette philo-genèse de l'humain. Mais du point de vue des sciences humaines, il ne s'est jamais caché, puisqu'il disait lui-même que les sciences humaines avaient été inventées pour interdire le marxisme. Donc il pensait sans doute bien avant
Lévi-Strauss, mais sans doute à Durkheim, etc., qui apparaissent au moment où le marxisme émerge du truc. Et puis également, le fait que le structuralisme, quand même, apparaisse après-guerre, où les PCF sont à 20%, les PC sont à 20% en France, en Italie, où le bloc de l'Est a avancé de 3000 km, la terrible en demeure. En tout cas, intéresse à promouvoir d'abord l'existentialisme, ensuite le structuralisme, etc., dans les universités, etc. Donc Ça, c'est pas scientifiquement démontrable. non, oui, mais alors, oui, d'accord, c'est pas scientifiquement démontrable. Complotisme universitaire. Non, mais. Enfin bon, il y a Non, alors bon, il ne faut pas faire du complotisme, hein, non, mais, bon, il y a sans doute certains disent que le HESS aurait bénéficié de certains. Il y a une chose de sûre, parce que moi je l'ai vécu, c'est que la vague anti-marxiste qui émerge au début des années 70 dans l'université française, elle est commandée, elle est organisée, planifiée, et on recrute les gens en fonction de leur aptitude à y contribuer. Ça se met en place à ce moment-là. Qui c'est qui recrute à l'EHESS? Il paraît que c'est Furet et Arnaud. Oui, bah oui. Il y a une entreprise de reprise en main idéologique. Je veux bien que ce ne soit pas démontré scientifiquement, mais effectivement, il y a de fortes probabilités. C'est des nouveaux philosophes dans les kiosques de gare, et c'est à l'université d'autres règles de recrutement, de cooptation, et voilà. Et puis c'est quelques auteurs qui prennent en charge un combat idéologique que Arnaud s'est épuisé à mener tout seul pendant un temps, ou largement tout seul pendant un temps. Voilà, ça c'est sûr. L'université est un lieu de lutte de classe intensive. Non, le péril en a demeure, hein. Oui. Mais le lessivage touche aussi le structuralisme à ce moment-là. Ah oui, c'est possible. Le structuralisme s'épuise de son propre chef, en fait. Parce que, je ne sais pas si vous... Enfin, les grandes figures du structuralisme disparues, il reste des producteurs d'œuvres extrêmement hermétiques. Moi, j'ai travaillé à cette époque-là dans le domaine de la linguistique. Je peux vous dire que plus on avançait, et plus les ouvrages de linguistique étaient d'une abstraction vertigineuse. On en était à produire des thèses qui calculaient le nombre d'occurrences de la lettre L dans un bouquin de 600 pages, pour essayer de voir s'il n'y avait pas derrière sous-jacent une structure à l'œuvre. Là, ça commençait à sentir le roussi, quoi. Justement, indépendamment du coup de ça, moi ce que je leur dis à ces gens-là, c'est ne venez pas critiquer, enfin je m'en fous, hein, mais je veux dire, ne venez pas critiquer le marxisme, c'est pour faire ça. Oui, non, on est d'accord. Parce que moi j'ai travaillé un peu à l'université aussi, malgré mon jeune âge, en tant qu'ingénieur associé, et puis je connais ces gens-là. Et effectivement, c'est tous des gens qui sont un peu hagards, qui aiment bien se raconter ce qu'ils étaient en 68, pour nous cacher qu'aujourd'hui c'est la corporation universitaire. Et le fait est que ce qu'ils produisent depuis 30 ans, c'est ça. Il y en a encore qui travaillent là-dessus. Oui. Je travaillais dans un laboratoire de sémantique avec un prof qui a introduit la philosophie anglo-saxonne en France, mais qui était bien plus que ça. Il s'appelait Noël Mouloud. Et alors Noël Mouloud avait une quinzaine, comme ça se passe toujours dans les facs, une quinzaine d'étudiants autour de lui qui chapeautaient, qui chérissaient et tout. Et nous on le chérissait aussi, je l'étais. Et ça faisait une sorte de petit isolat, comme ça. Et puis, alors naturellement, on parlait de sémantique, on parlait de structure de la langue, on parlait de saussure, on parlait des anglo-saxons, on parlait de... Et avec une démarche extrêmement ouverte, hein, parce que, par exemple, on était parmi les premiers à l'époque à travailler sur Mikhail Bakhtin, qui était quand même tout autre chose qu'un matérialiste, un sémanticien matérialiste des années 20, russe.
On se parlait de Charles Sanders Peirce, des gens comme ça, qui sont bien autre chose que des formalistes du type jacobsonien. Et on avait avec nous un étudiant africain assez imposant, qui était aussi passionné de ça, et qui, lui, son projet personnel, c'était de repartir dans je ne sais quel pays d'Afrique pour fonder une université de linguistique. Et donc ce gars-là avait pris comme sujet d'exposé Chomsky. Un sujet sur Chomsky, je ne me rappelle plus trop. Et alors on était là, donc 15 plus le prof, et on attendait de voir ses paroles, il y avait des choses importantes à nous dire sur Chomsky. Et il a dit la chose suivante, il est arrivé, il a posé son cartable et il a dit « Chomsky est mort ». Effondrement, parce que tout le monde croyait qu'on venait d'annoncer à la télé la mort de Chomsky. Donc le prof, catastrophé, il connaissait très bien Chomsky. « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai », qu'il disait le prof, il parlait comme ça. Les élèves, oh non, mais en fait c'était... Cet étudiant nous annonçait la fin du structuralisme. Comme ça. Oui, ça peut aider, ça devait être bien, ça a dû passer. Ah ouais, non mais il a fallu y avoir plusieurs pamoisons dans la salle. Mais après, tu vois, tu dis le structuralisant, puis après tu auras le post-structuralisme. Mais pour Ouais. Ça continue de façon ou d'une autre. Pour reprendre un peu les catégories qu'emploie, pour un peu cerner tout ça, Kouskar, dans la critique du libéralisme libertaire, je crois que 4 critères qu'il emploie un peu pour classer ces différentes formes idéologiques, tout en disant qu'effectivement on peut à la fois être un peu de ça, toute combinaison des 4 étant possible, mais il disait la première c'est le fait que l'idéologie en place, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale, et avant aussi une donation de sens selon l'antéprédicatif. Et il mettait là-dedans à la fois Heidegger et Lévi-Strauss. En tant que c'était retour pour l'un l'authenticité de l'être, négation de l'histoire en bloc, et puis l'autre des recours à l'invariant structural qui, par définition, empêche toute évolution et notamment tout progrès social. Donc il était, au moins pour ce critère-là, si tu veux, il est assez clair. Donc, on pourra dire effectivement que c'est trop simpliste, etc. Mais néanmoins, ça le mérite, si tu veux, d'avoir quand même une manière assez intéressante de situer des courants qui, par eux-mêmes, finalement, du point de vue du progrès social, n'ont rien apporté. Ou alors, comme on le dit. Mais j'ai pas l'impression que le structuralisme ait apporté... Qu'est-ce qu'on en fait de ça au niveau social? Je ne pense pas non plus qu'il y ait eu le souci d'apporter quoi que ce soit au plan social. Et donc, Kouskar, bon, effectivement, de ce point de vue-là, il offre sur une grille de lecture avec ses 4 critères, dont celui de la donation de sens selon l'authenticité, selon l'antéprédicatif, avant le logos, avant tout, et donc qui est simple, mais pas, je pense pas simpliste, et qui a le mérite d'être une grille qu'on peut appliquer de manière très rapide à pas mal de champs qui sont là à lui pour bloquer justement les progrès philosophiques, politiques, sociaux, etc. Donc ça. Enfin, on n'a pas résolu notre problème. Quel est le problème de départ?
Ah, le cogito préréflexif. Bah, celui-là, bon, on le met de côté. Là. J'ai la définition. J'ai une définition que, Yes. à partir des textes de Puskar, donc le cogito préréflexif, c'est l'objet survient dans son intégralité sans avoir à être pensé comme tel. Ainsi s'explique l'aspect réflexif de la pensée et la raison pour laquelle Merleau-Ponty en fait un geste mental préréflexif, que Sartre pose pour sa part comme un cogito préréflexif, c'est-à-dire une révélation spontanée de la transcendance de l'existant, de la physis. Sachant que la physis, c'est donc le contexte social. La transcendance de l'objet, donc qui écarte la... Qui surgit de la conscience, celle-ci ne nécessitant pas d'être pensée pour surgir de l'être. Pour Michel Puskar, il ne peut y avoir de surgissement à la pensée qu'auparavant médiatisé par une intériorisation de l'existant, de la physis, donc du contexte social, perçu et donc préalablement intériorisé. Par rapport à cette... C'est toi qui l'as écrit? Oui, à partir du texte de... Ah, c'est toi qui l'as écrit. Pour spécifier le truc, donc effectivement, Merleau-Ponty, en tant que phénoménologue de la perception, pense plus sérieux, on est vraiment là-dedans. Donc, un exemple pour situer ce que, souvent en école d'art, on appelle, on désigne pour illustrer la pré-réflexivité. Je sais parce que ma copine a beaucoup bossé là-dessus pour faire des études de musicologie. Donc, il y a un truc qu'on appelle le Gestalt Shift, qui est de l'allemand Gestalt, qui est un terme qu'utilise Merleau-Ponty et surtout Husserl l'utilise lui-même dans ses méditations, pour avoir une idée de ce que c'est que le caractère pré-réflexif de la conscience. Il suffit de regarder un cube avec ses arêtes dans l'espace. On met, la conscience, selon l'habitude, selon sa pré-réflexivité, en fait, elle va soit considérer qu'en fait la face, elle va à la fois pouvoir avoir une face devant ou derrière, si on ne l'a pas colorié de telle sorte de savoir si le cube est en avant ou en arrière, il y a une face qu'on va pouvoir soit interpréter comme étant vers l'avant, donc en termes de perspective, soit vers l'arrière. Voilà. Donc ça, selon certaines personnes, selon peut-être, je sais pas moi, la façon dont les arêtes sont épaisses ou pas, selon la couleur, selon peut-être le degré de perspective, il y a certaines personnes qui vont avoir naturellement l'impression de voir telle face derrière ou telle face devant. Si on la constitue juste sur une feuille, on la pose en 3D puis on le représente dans la perspective, et en fait on va avoir la possibilité de deux interprétations différentes. Et ça va donner... ça illustre généralement cette idée qu'en fait on est préparé à la conscience avant même de ce qu'on va percevoir, quoi. Ou alors, je sais pas moi, des gens qui vont entendre de la musique et qui vont sur un sextolet le décomposer en triolet ou le décomposer en croche. Comme ça, selon ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est l'usage vraiment phénoménologie de la perception en art, du concept de Husserl qui va plus loin. Mais c'est un exemple de ce qui commence à être récupéré derrière par Merleau-Ponty. Mais est-ce que ça, d'après ce que Puskar, est-ce que c'est pas justement hypostasier la représentation de manière transcendantale sans se poser la question de sa genèse, c'est-à-dire et de la genèse par la praxis, quoi, hein. Donc effectivement, hypostasier ce truc-là, c'est un peu le reproche qu'il fait un peu partout, mais même à Descartes évidemment, quoi. En ne se posant pas la question du primat de la praxis dans la constitution de ce type de représentation. Non, mais donc là c'est un peu effectivement l'idée de sa critique. D'accord. Qui est aussi la critique de Trinh-Lutthau, par exemple. Donc, je suis d'accord. Alors, je sais pas. Après, relier le fait donc qui passe du je pense donc je suis au je fais donc je suis au fait qu'il critique. Alors c'est parce qu'il doit y avoir des liens aussi entre ça et le fait qu'il reproche aux néo-kantiens
de fusionner l'homme originel et l'homme naturel en biffant carrément l'homme originel, comme il biffe finalement la praxis dans le je pense donc je suis, quoi. Je pense que c'est aussi, ça relève un peu de la même forclusion, quoi. C'est-à-dire que finalement, dans un cas comme dans l'autre, on évacue la praxis, quoi. Donc c'est, je pense, un peu l'idée, puisqu'on se pose déjà dans un homme naturel, quoi, qui descendrait habillé de pied en cap et qui arriverait sans avoir été constitué par la logique de la production. Donc, je pense que c'est un peu un parallèle entre ces deux reproches qu'il fait donc, à la page 110 et la page 111. Ça relève un peu de la même critique.